Donc salut Samir, merci à toi d'être avec nous pour cet épisode 4 de En cours de route. Avec Léa, on se pose toujours plein de questions sur l'immigration. Et comme tu repars déjà samedi, on s'est dit qu'il fallait absolument que tu témoignes de ton expérience en tant que journaliste du Kurdistan irakien, et avant de reprendre la route. Avec plaisir, et je voudrais un peu me présenter. Je m'appelle Samir Arboui, j'ai 27 ans et je viens du Kurdistan d'Irak, au nord d'Irak, la place où il y a beaucoup de problèmes. Vous savez, avant quelques ans, il y avait l'État islamique qui est venu là-bas et qui a pris presque, on dit, 1 sur 3 du territoire de l'Irak en général. C'était énorme. Ils étaient très très proches de là-bas. Donc, à partir de 2015, 4 ONG français ils ont décidé de construire une radio qui va être la voix de réfugiés et déplacés de là-bas. Parce que vous savez, même avant Daesh, avant l'État islamique, il y avait la guerre de la Syrie, que beaucoup des Kurdes de la Syrie, ils sont venus en Irak, au nord d'Irak, au Kurdistan d'Irak, et ils étaient réfugiés. Et à l'époque de Daesh, de l'État islamique, cette fois-ci, c'était les déplacés de l'Irak, surtout de Mossoul, d'autour de Mossoul, de plaine de Ninive, où il y a beaucoup de chrétiens d'Irak. Aussi les Yézidis, si vous connaissez, vous avez un peu d'informations. Eux aussi, ils ont quitté leur territoire. Donc, ils ont décidé de construire cette radio, que notre radio, le but, c'était d'être comme un pont entre les gens qui sont au pouvoir et les réfugiés qui sont là-bas. Et à partir de 2015, moi aussi, je travaille dans cette radio avec un grand honneur, parce que moi aussi, à l'époque, j'étais réfugié. Je suis né en Iran en 1990. Et à cette époque-là, mes parents, ils étaient en Iran parce que, vous savez, à l'époque de Saddam Hussein, les Kurdes, ils ont fui beaucoup. Et, par exemple, mon grand-père et mes 2 oncles, les frères de mon père, ils étaient tués par le régime de Saddam Hussein. Et même mon père, il était très, très proche de mort. Donc, ils ont dû partir là-bas. Et là-bas, avec ma mère, ils se sont connus et ils se sont mariés. C'était en 1989 qu'ils se sont mariés. Un an après, je suis né. 4 ans, j'ai resté en Iran comme réfugié, même si j'étais très petit, mais tout le temps, mes parents, mes proches, même la plupart des gens de ma région, ils étaient réfugiés en Iran ou soit en Turquie à cette époque-là. Ils me racontent beaucoup de choses qui sont tristes, mais qui sont en même temps très intéressantes. Par exemple, parfois, mon père, il m'explique comment il est parti en Iran à pied et 7-8 jours. Il avait, à l'âge de 14 ans, un enfant de 14 ans. À pied, il va en Iran. Et surtout, il y avait les checkpoints de l'armée irakienne. Ça veut dire, s'il voyait mon père, facilement, il voulait le tuer. Il doit traverser sans qu'il les voie, et il est tout petit. Il est resté dans les montagnes et qu'il ne savait pas comment il va partir. Heureusement, il est arrivé, mais même là-bas, leur vie était très difficile. Donc, je ne voudrais pas continuer, mais grâce à toutes ces raisons, moi aussi, j'ai voulu de m'approcher les réfugiés déplacés, d'être avec eux. Et c'est pour ça, en 2015, j'ai voulu beaucoup de travailler à Radio Assalam, qui va être la voix des réfugiés déplacés, parce que ce sont les gens qui n'avaient pas de problème. Tout d'un coup, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur territoire, ils ont perdu leur maison. Même peut-être les membres de la famille étaient tués. Donc, c'est très difficile. Et à mon avis, à chaque fois, quand on arrive à une situation comme ça, il y a beaucoup de choses dans notre corps qu'on veut raconter. Donc à chaque fois, même quand je vais dans les camps, j'essaye d'être plutôt comme les amis avec eux que seulement partir pour faire une interview comme journaliste. C'était les deux en fait, c'était humain et journaliste en même temps. Exactement. Pour moi, Radio Assalam, elle a 2 côtés. Le journalisme, on est leur voix, mais en même temps, on est avec eux, et que c'est plutôt partie humanitaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation des réfugiés dans le camp de réfugiés qui est à côté de Erbil, c'est ça ? Oui, comment est-ce qu'ils vivent au quotidien ? Là, on peut dire leur vie,
peut-être c'est mieux parce que ça fait 3-4 ans qu'ils sont installés et que, heureusement, il y en a beaucoup de ONG, même locales et étrangers, qui sont venus pour les aider pour différents secteurs de la vie. Là, ils sont bien et même, par exemple, les déplacés, là, ils sont en train de retourner. Les Ils sont en chrétiens... train de rentrer en Syrie? Non, de chez eux, les déplacés. Je parle des Des déplacés, déplacés. je vais parler aux réfugiés aussi. Par exemple, les déplacés de Mossoul, qui est la deuxième plus grande ville de l'Irak et qui est pris par Daesh. Là, il ne reste plus Daesh en Irak et ils essayent de rentrer chez eux. Oui, c'est ça. Donc en fait, pardon, mais quand on parle de déplacés, juste pour que ce soit clair, du coup, ce sont des gens qui se déplacent à l'intérieur du même pays. Exactement, c'est ça. C'est ça. D'accord, ok. Ils sont les Irakiens qui vont rentrer chez eux, en fait. Ils étaient à Mossoul, autour de Mossoul, au plein de Ninive. Et ils devaient quitter leur territoire. Là, ils rentrent. Et qu'il y en a des ONG qui leur aident pour reconstruire, par exemple, au plein de Ninive, la place où il y en a beaucoup de chrétiens d'Irak et même les ONG français, ceux qui travaillent pour les chrétiens de Proche-Orient, de Moyen-Orient, ils les aident beaucoup de reconstruire leur maison. Donc, en général, leur situation est bien. Là, il ne reste plus Daesh, ça va. Et pour les réfugiés, en fait... toujours, ils ont l'espoir de rentrer, de terminer. Parce que en 2011, quand la guerre de la Syrie est commencée, personne n'avait pas cru que ça va continuer tellement de temps. Ça allait prendre autant d'ampleur. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps et que quand ils sont venus, ils ne pensaient pas que 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils vont rester au Kurdistan d'Irak et que toujours, ils ne savent pas. Est-ce qu'ils ont le droit de rentrer? Est-ce qu'ils vont toujours rester là-bas? Leur situation toujours est un peu... On ne sait pas. Un peu délicate. Oui. Et c'est surtout des familles qui se sont déplacées? Plutôt des femmes? Des hommes seuls? Les déplacés ou réfugiés Plutôt les réfugiés. Les réfugiés, en fait, plutôt les familles. Même quand ils sont venus, tout était famille. Par exemple, quelqu'un de la famille, en 2011, il est venu. Après, quand Daesh est parti en Syrie, même toute la famille est venue, ils sont là-bas. Mais on peut dire, concernant la jeunesse, beaucoup des jeunes réfugiés, ils ont quitté l'Irak, la Syrie, et ils sont venus vers l'Europe parce que, comme ils disent, la plupart, ils ne croient plus à vivre là-bas. Toujours, il y a des problèmes, toujours, il y a les guerres, et qui sont en marre, et ils ont décidé de venir ici. Vous savez, la route aussi est très, très dangereuse. Parfois, à Ijel, la mer d'Ijel, à côté de la Turquie, beaucoup ils étaient tués. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez Aylan, le petit enfant? C'est une photo qui a fait le tour du monde. Ça a fait la une des journaux européens. Exactement. Et c'était un peu comme si le monde se réveillait et se rendait compte qu'il y avait toute cette crise des réfugiés. Et c'était assez choquant, même pour des journaux européens, de mettre cette photo. Donc, généralement, c'était un sauveteur qui avait donc Aylan dans les bras. Et c'était assez incroyable. Oui, donc on a vu Aylan comme ça, mais il y avait beaucoup d'Aylan qui étaient morts là-bas, dans les mers, ou qui ont une vie très, très difficile quand ils viennent en Europe. Et que, oui, ils viennent comme ça, ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer, mais ils croient que c'est leur avis et que c'est fini, leur vie au Moyen-Orient, en Syrie, en Turquie ou en Irak, ça suffit. Et qu'ils quittent leur territoire. Et par rapport au fait qu'il y a des gens qui partent vers l'Europe, tu nous disais quand on s'est rencontrés la première fois qu'il y avait donc des gens qui revenaient d'Europe, qui revenaient en Irak, et qui disaient qu'en Irak, en Europe, ils avaient fait fortune et que tout se passait bien. Ça, c'est une histoire qui m'a intéressé beaucoup. Même avant Daesh, à l'époque, beaucoup de Kurdes, ils sont partis en Europe. Et ceux qui rentrent en général, je parle en général, pas tout, mais ceux qui rentrent, à chaque fois je vois qu'ils décrivent, qu'ils disent ça se passe très bien, notre vie est super, il n'y en a pas de problème, on est devenu riche et que en fait l'Europe c'est comme un paradis pour nous et que tout se passe très bien. Mais à mon avis, ils ont oublié comment ils sont arrivés en Europe, qu'est-ce qui s'est passé tout au début et que combien de temps ça s'est pris pour être accepté par un pays de l'Europe. Donc, même avant un mois, je suis parti à
à forêt de Grande-Sainte, là où il y a beaucoup de Kurdes de 4 parties du Kurdistan, de l'Irak, de la Syrie, de l'Iran et de la Turquie. Ils se sont réunis et ils essayent de traverser, de partir en Angleterre, au Royaume-Uni. Et on voit qu'ils sont dans une... Ce que j'ai vu par mes yeux, ils sont dans une... Leur vie est très très difficile et que surtout là c'est l'hiver qui arrive et qu'il fait très très froid. J'ai entendu des témoins incroyables et que en fait moi j'étais très très triste parce que ce que on a entendu au Kurdistan d'Irak grâce aux gens qui sont rentrés et qui disent ça se passe très bien, non ça se passe pas bien. Est-ce que toi, justement, tu vas témoigner de ça quand tu vas rentrer en Irak? Bien sûr, et même ce que tu as vu à même j'ai fait un très bon reportage à propos de ça, même si j'étais très triste parce que je voyais, ils étaient mes amis, ils viennent de chez moi, ils parlaient comme moi et que c'était très très difficile de faire ce reportage, mais en même temps, j'ai le fait que, en fait, par exemple, quelqu'un m'a dit que il est la dernière fois qu'il a essayé de partir en Angleterre, il y avait une semaine et qu'il a essayé de partir, de traverser par une camion qui est gelée. Dans un camion frigorifique. Oui, donc que la température était moins 20 degrés. Et que en fait, quand on décide quelque chose comme ça, on est entre la mort et la vie. Peut-être on va mourir dans un camion comme ça. Et qu'il disait que ça fait 1 année j'ai été ici et vraiment j'en ai marre de cette route. C'est très très difficile. En Grèce, c'était très très dur. L'hiver passé, j'étais toujours à Grande-Sainte et que surtout vers janvier, février, il pleut tout le temps. On n'a rien, il n'y a que des bois qu'on doit faire les feux. Dans la forêt. Et qu'il me disait jusqu'à 5 heures du matin, je ne dormais pas parce que tout le temps je devais faire de feu. Et quand je voyais que ma femme se réveillait, là j'avais le droit de dormir. Mais quand je me réveillais le jour d'après, j'ai dû toujours de ramasser les bois pour la nuit d'après. Donc, parce que j'ai dit, comment tu as décidé de partir par une camion comme ça et que peut-être tu étais entre la mort et la vie. Et il m'a dit que je voudrais bien partir, soit pour mourir, soit arriver là-bas, parce que ça suffit, je ne peux plus. Donc nous avons des exemples très durs comme ça. Et que, par exemple, le printemps passé, on était dans un mariage, quelqu'un qui est rentré de l'Angleterre, il conseillait à un de nos amis, il lui disait que si tu arrives en France, c'est comme tu es à London, c'est fini. Tu es arrivé, tout est bien. Si tu es arrivé en France, ça veut dire désormais tu es européen. Oui, et ce que j'ai vu à Grande-Sainte, la plupart ils sont en France et je vois leur situation, qu'est-ce qui se passe. Donc il y en a beaucoup de gens comme ça qui rentrent chez nous et qui disent oui, ça se passe très bien, on est riche, on a une belle vie et que vraiment, en général, peut-être c'est pas comme ça. Est-ce qu'en Irak, les réfugiés dans les camps sont mieux accueillis que les réfugiés en France? Parce que de toute façon, maintenant qu'il y a les grandes cinq, bien sûr, parce que même il n'y en a pas de camps en France. Ouais, je voyais que... C'est des camps formels. Oui, et que par exemple en Irak, au Kurdistan d'Irak, au nord d'Irak, il y en a beaucoup d'ONG qui leur aident. En fait, ce sont dans des camps, ils leur donnent à manger, les habits, les trucs pour l'hiver, pour l'été. Donc, ils sont déjà bien installés, les camps du là-bas. Est-ce que toute cette aide-là, elle est fournie par des ONG ou c'est aussi fourni par le gouvernement irakien qui essaie de trouver des solutions? En fait, la plupart, c'est par les ONG parce que même... Ça fait quelques années que le gouvernement central de l'Irak et le gouvernement régional du Kurdistan, les deux, ils avaient dans une crise économique très très dure. Donc, ils ne pouvaient pas se gérer. C'était dur d'aider des réfugiés déplacés aussi. Quand même, ils ont aidé, mais plutôt c'était les ONG qui ont aidé. Et je me disais, est-ce que la population locale en Irak... Comment est-ce qu'elle voit les réfugiés? Est-ce qu'elle est solidaire avec ces réfugiés? Ou est-ce que les camps sont loin des villes? Comment ça se passe en fait? Parce que nous, comme tu as pu voir, la jungle, c'est pas des camps qui sont formels, donc ils se créent là où ils peuvent se créer, donc dans le nord de la France.
Et parfois, la population locale, elle est un petit peu hostile à ces camps, tu vois. En fait, ils ne sont pas au centre des villes, ces réfugiés, ces déplacés, mais ils sont autour des grandes villes comme Erbil, qui est capitale du Kurdistan d'Irak, Duhok, tout autour, il y en a des camps. Et en général, les gens, ils les aiment parce que la plupart des Kurdes d'Irak, ils étaient réfugiés eux-mêmes. Donc, par Ils exemple, comprennent la situation. oui, pour moi, si déjà je suis devenu réfugié, je comprends leur situation et que en fait c'est quelque chose que eux aussi ils veulent pas quitter leur territoire s'ils n'étaient pas obligés. Donc en général, ils ont bien accueilli, mais bien sûr partout dans le monde, à mon avis, il y en a des racistes qui sont pas contents. Moi, j'avais une question. Avec Manon, on a été voir au cinéma il y a pas longtemps Capharnaüm. Je sais pas si tu l'as vu. C'est un film qui a été primé au Festival de Cannes. Et Oui. c'est un film de Nadine Labaki. Et ça parle de... c'est un enfant très pauvre du quartier de Beyrouth au Liban. Mais à un moment, il parle aussi avec une petite fille qui lui dit qu'elle va partir en Europe. Et elle veut partir en Europe, en Norvège, parce qu'elle a entendu que c'était beaucoup mieux que le Liban. Et du coup, je veux savoir si tu avais vu ce film-là. Parce que aussi, Non. du coup, il y a plein de... Non. Il faudrait que tu le vois, il est vraiment... Oui, Puis il est beau, hein. ça marche. Et il est en arabe en plus. En plus, ouais. Et moi, je voulais savoir par rapport à Radio El Salam, parce que du coup, c'est vraiment un très beau projet qui est assez singulier, parce que tu disais que justement, l'objectif de cette radio, c'était la coexistence. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que c'est quand même un bel exemple au sein de tous ces camps de réfugiés, toutes ces nationalités, d'avoir un média comme ça. Oui, bien sûr. Donc Radio Salam, désormais, c'est un très très joli exemple de coexistence en Irak et au Kurdistan d'Irak. Parce que si on regarde l'équipe de Radio Salam, ceux qui travaillent à Radio Salam, chacun vient d'une région. Je suis kurde, je suis musulman. Mes amis, il y en a qui est arabe et qui est chrétien, qui est arabe et qui est yézidi. Donc, chacun vient d'une région, mais vraiment, si un jour vous venez voir l'équipe de Radio Salam, on est comme une famille. On viendra. On a des très bonnes soirées à Ankawa, quartier chrétien d'Erbil, que de temps en temps, tout le monde se réunit, on sort ensemble et que ça se passe très bien. Donc, on est comme une famille. C'est déjà très très bien. L'autre côté que je dis, c'est un bon exemple de coexistence. Les gens qu'on parle, eux aussi, chacun vient d'une région. Par exemple, nous avons des yézidis, nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans de Mossoul, nous avons les Kurdes, nous avons les Arabes, les Kurdes de la Syrie. Donc, on est tout, mais on est pour tout aussi. C'est pour ça que je dis que Radio Salam, vraiment, c'est un bon exemple, surtout dans un pays comme l'Irak, qui est au Moyen-Orient et que, en général, ça se passe pas bien et que les gens ne s'acceptent pas et que, par exemple, un musulman avec un chrétien, ils se connaissent pas, mais déjà, ils sont l'un contre l'autre et qu'on espère en avenir tous deviennent des vrais frères parce que, en général, peut-être ils disent, oui, on est des frères, mais avec les actes, ça veut dire pas seulement par parole. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la programmation des émissions de radio que vous avez à Al Salam? Parce que je sais que vous diffusez en 2 langues. Oui, kurde et arabe. Donc, Radio Salam, pour la première année, quand en 2015 c'est construit, on était seulement 4 journalistes. Et que même si on était 4 journalistes, mais déjà on avait 3 émissions quotidiennes. Bon, c'était beaucoup, parce qu'on fait tout. Par exemple, moi, je dois faire des reportages, je dois faire des interviews. Aussi, je dois préparer mon émission, animer mon émission toute seule. Donc, vraiment, on fait tout dans cette radio. Et ça fait 12 ans, pas 12 ans, pardon, à partir de l'année passée. Radio Salam est plus grande parce que les 2 premières années, on captait seulement à Erbil. Mais là, à Duhok et à Mossoul, Radio Salam capte et qu'on est un peu grandi. La famille grandit. Donc là, nous avons une émission matinale de 8h de 9h à 11h qui anime en arabe par un ami qui s'appelle Fabien Noël et qui est
arabe et chrétien. Il vient de Bagdad parce qu'à l'époque, les gens ils ont tué son frère et donc toute la famille est venue à Erbil. L'émission de midi, celui-là s'anime par une fille qui s'appelle Shahad. Elle aussi, elle est venue de Mossoul. Elle aussi, elle est déplacée. Elle est chrétienne. Et à 4h jusqu'à 5h, il y a une autre émission qui est animée par une autre fille qui s'appelle Ronza Salem. Et elle est yézidi. Il y a mon émission à 7h jusqu'à 8h qui est une émission artistique. Et que Oui, c'est ça, c'est Art et Espoir, c'est ça? l'art et espoir. Et le but de cette émission, que ça fait 2 ans que c'est construit, au début de Radio Salam, toujours on parlait des problèmes de leur vie, c'est très dur. Mais on a vu que, Inch'Allah, c'était en 2015, on a dit bientôt qu'il ne reste plus Daesh et on doit montrer aux gens que leur vie va devenir normale. Une des buts de mon émission, c'était ça. Une autre chose, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup d'artistes qui sont dans les camps. Vous savez, même jusqu'à l'année passée, il y avait presque 2 millions de réfugiés déplacés. C'est énorme. Donc, cette émission, c'est comme une occasion pour eux qui sont... Parce qu'en Irak, en général, si vous n'avez pas d'argent, peut-être tu ne peux pas être un grand artiste si tu n'as pas d'argent. Mais C'est pareil en grâce, Europe, hein, oui, oui, donc grâce à cette émission, ils ont l'occasion de se montrer, de s'expliquer, d'expliquer leurs idées, leurs rêves. Et même parfois, il y avait des bons chanteurs qui chantaient, qu'on amusait beaucoup. Il y avait beaucoup de peintres qui ont fait de peinture extraordinaire, vraiment. Les idées, ils étaient très chouettes. Donc, il y a cette émission aussi. Et si on regarde tous les jours de la semaine, nous avons 4 émissions et les 4 ils sont en direct. Et dans ces émissions, nous avons différentes parties. Comme je vous ai dit, il y en a des actualités, nous avons des reportages qui ont déjà fait, qu'on a fait dans les camps, où il y en a des invités, soit les gens qui travaillent pour les ONG, soit les réfugiés eux-mêmes, ou d'autres sujets, et aussi d'autres parties. Donc, toutes les émissions, ils sont en direct. Je trouve que c'est vraiment incroyable que tu nous fasses part de cet aspect artistique dans les camps de réfugiés, parce que je pense que, enfin moi en tout cas, avant de m'intéresser vraiment à l'immigration, j'aurais jamais pensé à ça en premier, quoi, l'art dans les camps. Et là, je pense que ça donne vraiment une autre vision de ce que peut être un camp, et qu'il peut y avoir aussi de l'imagination, de la créativité qui est développée. Et du coup, moi, là, si on rebascule sur l'Europe, je voudrais savoir, est-ce que tu trouves que nous, en Europe, d'après ce que tu peux voir à la télé, entendre, lire, est-ce que tu trouves qu'on comprend la situation et qu'on la retransmet telle qu'elle est, ou est-ce qu'il y a vraiment des points qu'on n'a pas compris et quand on retransmet, c'est pas vraiment la réalité? En fait, comment je peux répondre à cette question que peut-être... Bien sûr, le média parle pas de tout. Et que, par exemple, ça, c'est le côté positif, même s'ils sont dans les camps, même si leur vie est très difficile. Mais pour moi, par exemple, à chaque fois que je partais dans les camps et que je savais il y a un artiste, j'étais très content. Parce que pour moi aussi, j'étais journaliste, mais pour moi aussi, je passais un très bon moment avec eux. Et aussi, en fait, avec ça, ils oublient... qui sont réfugiés, qui sont dans une situation difficile. Donc, même s'ils sont dans les camps, bien sûr, il y en a des choses positives aussi. Donc, je ne sais pas en général, est-ce que les médias ils parlent de ça ou pas? C'est une question un peu vague, mais bien sûr, il y a les côtés positifs aussi. Est-ce que toi, donc, quand tu étais plus jeune, tu as été réfugié en Iran? C'est ce que tu me disais avant. Oui. Est-ce que toi aussi tu vivais dans un camp ou est-ce que... Non, ça se passait pour toi? En fait, mes parents, ils étaient dans une petite ville qui était un peu proche de Téhéran, qui est capitale de l'Iran. Pour eux aussi, c'était très dur parce qu'ils étaient pas dans les camps et il n'y avait pas des ONG qui leur aident. Ils devaient tous les jours travailler, seulement pour vivre. Ce qu'ils m'expliquent, si un jour tu ne travailles pas, tu n'as pas quelque chose à manger. Pendant toutes les journées, tu dois travailler pour vivre seulement.
Et qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Par exemple, il me dit que par exemple, parfois il partait pour ramasser des grenades ou des pommes dans les grands jardins et que vous comprenez? Oui, bien sûr, bien sûr. Des travaux comme ça. Et du matin jusqu'au soir, ils étaient dans les grands jardins de pommes. Je crois que j'ai vu que Al-Salam, ça voulait dire la paix. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça très beau. Oui, le nom de Radio Salam est très beau et qu'on espère en fait que là, nous avons un bon exemple, mais tout l'Irak, tout le Moyen-Orient, on espère que désormais, il aura la vraie paix et qu'il aura la coexistence pour tout le monde, pas seulement chez nous ou dans la radio, mais pour tout l'Irak, pour toute la Syrie, l'Iran, la Turquie, tous les pays, que tout le monde s'accepte en fait. L'important, c'est ça, s'accepter et que sans regarder la religion, la communauté, tout ça, s'accepter. Et que moi, par exemple, grâce à cette radio, je suis devenu comme ça. Je suis musulman, peut-être vous êtes chrétien ou vous êtes athée, c'est pas grave pour moi. C'est quelque chose entre vous et votre Dieu et que je vous aime et que j'espère que l'humanité se regarde comme ça. Merci beaucoup Samir, c'est vraiment un très beau message, on t'aime aussi. Et puis, bon,